Sans surprise, Vladimir Poutine a donc été réélu président de la Russie pour la 3e fois consécutive, avec près de 88% des voix. Mais alors, comment s'est déroulée cette élection, disons, controversée, et pourquoi ce qui se joue désormais en Russie concerne le monde entier, y compris la France? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, faut savoir que Vladimir Poutine est devenu pour la première fois président de la Russie le 31 décembre 1999. Il est donc au pouvoir depuis 24 ans, avec notamment un mandat en tant que Premier ministre au milieu. On va pas revenir sur tout cela. Mais il faut savoir que c'est plus que n'importe quel autre leader de la Russie depuis Joseph Staline. Et en remportant cette nouvelle élection, il est donc assuré d'être président au moins pendant 6 ans, donc jusqu'en 2030. En effet, après 3 jours de vote ce week-end, le résultat de l'élection présidentielle russe a été dévoilé, et sans grande surprise donc, c'est Vladimir Poutine qui l'a emporté, avec plus de 87% des suffrages selon les premiers résultats officiels. Il brigue donc un 5e mandat et le 3e mandat consécutif. Mais en l'occurrence, ça ne s'arrête pas là, puisque grâce à sa dernière réforme constitutionnelle, qui donc a modifié la constitution, donc la norme suprême du pays, eh bien Vladimir Poutine peut même rester à la tête de la Russie jusqu'en 2036, l'année donc de ses 83 ans. Autrement dit donc, s'il arrive à rester au pouvoir, eh bien il pourrait donc rester très longtemps. Alors comment c'est possible? Déjà, il faut rappeler pour cette dernière élection présidentielle que l'opposition avait été écartée, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, soit décédé dans des circonstances parfois floues, soit en prison. Concrètement, il y avait 3 autres candidats pour cette présidentielle, mais qui n'avaient en réalité aucune chance de gagner, et qui n'étaient pas réellement des opposants concrets et sérieux à Vladimir Poutine. Concrètement, ils le rejoignaient sur de nombreux points, et notamment sur la guerre menée par la Russie en Ukraine. Et par ailleurs, au-delà de la question des candidats, c'est la transparence du scrutin qui est contestée. On revient là-dessus juste après. Bon, mais d'ailleurs, on peut noter que les opposants à Vladimir Poutine, étant donné que les manifestations étaient quasi impossibles, eh bien ils étaient appelés ce dimanche à voter en masse pile à midi pour d'ailleurs n'importe quel autre candidat que Vladimir Poutine. L'objectif donc étant de protester tout en votant pour éviter donc toute arrestation, étant donné que les manifestations sont violemment réprimées. Alors même si globalement la mobilisation de l'opposition s'est déroulée dans le calme, il y a tout de même au moins 74 personnes qui ont été arrêtées pour des protestations lors du scrutin, selon des chiffres d'OVD Info. OVD Info, c'est une organisation qui est spécialisée dans le suivi de la répression en Russie, et c'est un chiffre qui pourrait être revu à la hausse dans les prochaines heures. En tout cas, suite à cette élection, Vladimir Poutine a remercié, je cite, tous les citoyens du pays pour leur soutien et leur confiance. Il faut dire que c'est son meilleur résultat officiel à l'issue d'un scrutin pour une présidentielle. De son côté, la République islamique d'Iran ou encore la Chine ont félicité Vladimir Poutine pour sa victoire. En France, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué ce lundi. Un communiqué ce lundi qui, je cite, prend acte du résultat, autrement dit donc de la victoire de Vladimir Poutine qui reste au pouvoir, mais le tout en indiquant tout de même, je cite, que les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique n'ont une nouvelle fois pas été réunies, selon le ministère. Bon, ça c'est pour l'élection. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre donc pour les 6 prochaines années de Vladimir Poutine à la tête de la Russie? Bon, déjà, à l'échelle nationale, Vladimir Poutine a plusieurs défis importants. Le premier défi qu'on peut noter, c'est la crise démographique du pays. Je vous la fais courte, mais fin février, lorsqu'il avait présenté sa feuille de route lors de son discours annuel, eh bien Vladimir Poutine avait insisté sur l'importance des valeurs traditionnelles en Russie, estimant, je cite, qu'une famille avec de nombreux enfants doit devenir la norme. Faut savoir que la Russie connaît un déclin très important de sa population. Entre 1994 et 2001, la population russe, elle est passée de 149 millions d'habitants à 143 millions d'habitants. Et plusieurs éléments peuvent permettre de l'expliquer. Il y a d'abord un taux de natalité assez faible. Il y a aussi la pandémie de Covid qui a eu un impact pendant un moment. Ou encore, évidemment, la guerre en Ukraine, avec la perte de nombreux jeunes hommes sur le front. Mais aussi donc des couples qui, de fait, se retrouvent
retrouve séparée. Enfin, on peut aussi citer l'exode d'une partie de la population qui serait en désaccord avec la politique du président russe. En fait, selon l'Organisation des Nations Unies, si la Russie poursuit cette tendance démographique, eh bien sa population risque de tomber à près de 120 millions d'habitants d'ici à 2050. Le problème, c'est que cette baisse de la population, elle a des conséquences très concrètes sur l'économie de la Russie et donc aussi d'une certaine façon sur sa puissance. En effet, avoir moins de jeunes dans sa population, ça implique potentiellement un déficit de main-d'œuvre, donc moins de gens qui travaillent, une population active donc qui se retrouve réduite et potentiellement donc moins de recettes pour la Russie. C'est donc un premier élément important. Le deuxième plus gros défi, qui est lié d'ailleurs au premier, c'est la question économique, car en plus de la question du manque de main-d'œuvre, eh bien la Russie doit aussi faire face à des sanctions économiques occidentales des États-Unis, de l'Union européenne, etc. et qui la vise depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Bon, là-dessus, en réalité, il faut tout de même noter que les effets de ces sanctions sur la Russie, elles restent relativement modérés pour l'instant. Et la raison, elle est assez simple. En fait, la Russie, dès le début de cette invasion à grande échelle, a fait le choix de se tourner vers d'autres partenaires et d'autres pays qui ne sont pas donc les Européens ou encore les États-Unis. On peut penser à l'Inde ou encore à la Chine avec des vrais développements d'un point de vue économique. Par ailleurs, on peut noter qu'il y a tout de même des échanges qui se poursuivent entre les pays européens et la Russie, notamment au niveau de ce que l'on appelle le gaz naturel liquéfié, avec des échanges qui restent importants. Bref, c'est des sanctions qui restent à nuancer selon les cas. Enfin, dernier défi important pour Vladimir Poutine à l'intérieur de la Russie, eh bien c'est la question de ces mobilisations contre lui, soit des mobilisations pro-démocratie, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, soit en l'occurrence des mobilisations de personnes qui seraient opposées à sa politique sans forcément vouloir mettre en place un régime démocratique derrière. On avait suivi évidemment la situation avec Evgeny Prigojine et le groupe Wagner il y a quelques mois, pour ceux qui suivaient ce format des actus du jour. Ça reste évidemment des défis et des enjeux et une menace qui reste présente sur le long terme. Ça c'est donc pour les défis à l'échelle nationale, mais forcément il y a aussi des défis importants à l'échelle internationale. Vladimir Poutine, lors de son discours, a notamment eu un mot de gratitude envers les soldats russes qui se battent actuellement en Ukraine, mais il a surtout une nouvelle fois répondu aux commentaires d'Emmanuel Macron, le président français, on en a là aussi beaucoup parlé, qui avait dit il y a quelques semaines ne pas exclure la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Alors cette déclaration avait fait évidemment réagir, et d'ailleurs là-dessus, Emmanuel Macron a réaffirmé que des opérations en Ukraine contre la Russie seraient peut-être nécessaires. C'est ce qu'il a déclaré dans un entretien au journal Le Parisien. Il a déclaré que la France se préparait à tous les scénarios, même s'il ne souhaite pas en arriver à l'envoi de troupes en Ukraine. Bref, là-dessus, l'agence de presse Reuters a interrogé Vladimir Poutine sur ses commentaires d'Emmanuel Macron et sur le risque d'un conflit avec l'OTAN, qui est donc cette alliance militaire de pays occidentaux menée principalement par les États-Unis. Là-dessus, le président russe a répondu, je cite, que tout est possible dans le monde moderne. D'ailleurs, selon lui, du personnel militaire de l'OTAN se trouverait déjà en Ukraine. Et selon lui, je cite, il n'y a rien de bon dans tout cela. Enfin, selon Poutine, si une guerre s'ouvrait entre la Russie et l'OTAN, cela marquerait, je cite, l'ultime étape avant une troisième guerre mondiale, ajoutant, je cite, que personne ne veut de cela. Alors après, on peut aussi noter que le président russe a aussi affirmé que tout n'était pas perdu. Il a affirmé être en faveur de discussions de paix. Il a donc invité Emmanuel Macron à jouer un rôle pour la paix. Il s'est d'ailleurs dit prêt à discuter d'une trêve olympique pendant les Jeux Olympiques de Paris cet été. En effet, lors d'une interview donnée ce samedi à la télévision ukrainienne, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il demanderait à la Russie un cessez-le-feu en Ukraine pendant les Jeux Olympiques. Ça peut paraître assez étonnant dit comme ça, mais on verra donc ce qu'il en est. Dans tous les cas, c'est un sujet évidemment qu'on va continuer à suivre. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens de mon côté juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu à Gaza. L'hôpital d'Al-Shifa, le plus grand du territoire palestinien, a été visé ce lundi par une opération de l'armée israélienne. Israël accuse le Hamas de s'en servir comme installation militaire et d'utiliser les civils comme des boucliers humains. Des témoins ont expliqué à l'AFP que des opérations aériennes avaient eu lieu dans le quartier d'Al-Rimal où se trouve l'hôpital. Alors c'est pas la première fois que cet hôpital est visé par Israël. L'armée israélienne était déjà intervenue en novembre et avait dit avoir trouvé, je cite, des munitions et des équipements militaires du Hamas dans l'hôpital, ce que le Hamas avait démenti. A noter au passage que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a averti ce dimanche que la pression internationale n'allait pas empêcher d'Israël de lancer une offensive sur la ville de Rafah, alors que de nombreux pays s'y opposent, dont l'Égypte et l'Union européenne. Il a toutefois
toutefois promis d'évacuer la population présente dans la ville avant le début de l'opération militaire. Près d'1,5 million de Palestiniens s'y sont réfugiés selon l'ONU. Deuxième actu, la directrice de l'UNICEF a alerté ce dimanche que Haïti était, je cite, dans une situation horrible et proche de Mad Max, un film de science-fiction qui dépeint un futur post-apocalyptique. Haïti, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, situé dans les Caraïbes, traverse une importante crise depuis plusieurs mois. Les gangs contrôlent jusqu'à 90% de la capitale de Port-au-Prince et sont accusés de commettre des meurtres, des viols et des enlèvements. De son côté, le Kenya, un pays d'Afrique de l'Est qui devait envoyer 1000 policiers dans le cadre d'une mission multinationale de sécurité, a annoncé suspendre l'envoi de ces hommes en attendant l'instauration d'un conseil présidentiel après la démission du Premier ministre Ariel Henry il y a quelques jours. Troisième actu en France, un commissariat de police de La Courneuve en Seine-Saint-Denis a été attaqué dans la soirée de dimanche par une cinquantaine de personnes qui ont lancé notamment des cocktails Molotov. 2 policiers ont été légèrement blessés et 9 personnes ont été interpellées ce lundi matin, dont 2 mineurs, c'est ce qu'a annoncé le préfet de police Laurent Nunez. Cet événement survient 4 jours après la mort d'un jeune de 18 ans à Aubervilliers, percuté à scooter par un véhicule de police après un refus d'obtempérer. Selon les autorités, le véhicule de police a dû se déporter à contresens pour éviter un autre véhicule qui lui refusait la priorité. 2 enquêtes ont été ouvertes pour en savoir plus sur les circonstances de l'accident. Quatrième actu, les conséquences de la crise du Covid-19 ont fortement détérioré la prise en charge médicale en France. C'est ce qui ressort du premier baromètre de l'activité hospitalière publié par la Fédération hospitalière de France ce lundi. Alors il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est que les 3/4 des hôpitaux ont dû fermer des lits en 2023, notamment par manque de personnel. Ensuite, les Français s'éloignent de plus en plus du système de santé car les rendez-vous chez un médecin sont soit trop chers, soit inaccessibles, par exemple dans les déserts médicaux. Le truc, c'est que ces situations peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur les patients, comme un retard sur la détection de certains cancers ou une prise en charge insuffisante pour les personnes diabétiques par exemple, ce qui dans les cas les plus graves peut entraîner une amputation. Le président de la Fédération hospitalière de France appelle donc le gouvernement à aider les hôpitaux à assurer leur mission, avec notamment de l'argent dédié à l'hôpital. Cinquième actu, surnommé le violeur de Tinder, Salim Berrada, 38 ans, est jugé à partir de ce lundi devant la cour criminelle départementale de Paris. Il est accusé d'avoir violé 13 femmes et agressé sexuellement 4 autres en 2015 et 2016. En fait, il se servait de son métier de photographe comme prétexte pour attirer des femmes chez lui en les contactant sur les réseaux sociaux, sur l'application de rencontre Tinder ou via un site de rencontre dédié au mannequinat. Il les forçait ensuite à boire plusieurs verres d'alcool. Toutes les femmes ont décrit une ivresse anormale et rapide et une perte de force avant un rapport sexuel non consenti. Des traces de drogue ont été retrouvées dans l'organisme de plusieurs d'entre elles, ce que l'accusé a nié. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Sixième actu, aux États-Unis, l'ex-président américain Donald Trump s'est dit favorable à une interdiction nationale de l'avortement au-delà d'un certain nombre de semaines de grossesse, sauf en cas de viol, d'inceste ou de menace pour la vie de la mère. Cette déclaration fait suite à un article du New York Times qui avait dévoilé en février les plans de campagne de Donald Trump sur les questions de l'avortement s'il était réélu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les restrictions sur l'avortement sont propres à chaque État. Actuellement, 14 États américains, dont le Texas et la Louisiane, ont interdit l'avortement dans quasiment toutes les circonstances, mais d'autres États plus progressistes, comme la Californie, l'autorisent par exemple jusqu'à 24 semaines de grossesse. En France, l'avortement est autorisé jusqu'à 14 semaines de grossesse. Et donc Donald Trump souhaiterait interdire l'avortement dans tous les États à partir d'un certain nombre de semaines. Le chiffre de 16 semaines a notamment été évoqué, ce qui voudrait dire qu'en Californie, on passerait de 24 à 16 semaines. Alors cette annonce a été critiquée par certains membres de son parti, comme son ancien vice-président Mike Pence, qui lui reproche de s'être écarté, je cite, du projet conservateur et qui regrette que Donald Trump n'ait pas une position plus ferme concernant l'avortement dans son programme. Septième actu, le record de la plus grande raclette du monde a été battu dans la ville de Saint-Étienne en France avec près de 2230 convives, 620 kg de fromage et 1 tonne de pommes de terre. C'est l'humoriste Jason Chicandier, spécialisé dans les vidéos du terroir français sur les réseaux sociaux, qui est à l'origine de cette initiative. L'idée était de battre le record du monde et de le valider par le Guinness Book. Jusque-là, le record était détenu par des étudiants de Chambéry qui avaient réussi à réunir 1067 personnes pour déguster une raclette XXL. Et on termine par une bonne nouvelle, à partir de ce lundi, la SNCF lance une semaine de réduction sur les TER appelée TER Days. En fait, pendant une semaine, des offres à prix réduit sur les abonnements et sur les billets vont être proposées pour les TER dans 10 régions de France. Par exemple, des billets à 1 € seront mis en vente pour la Normandie et la Bretagne en mettra à disposition 30 000 entre 3 et 7 €. Seules l'Île-de-France, l'Occitanie et la Corse ne feront pas de promotion spéciale sur leurs trains régionaux dans les prochains jours. Merci beaucoup
Blanche pour ces actualités en bref. Pour les nouveaux, je vous le rappelle, ce format des actus du jour, il est disponible en version podcast, mais aussi en version écrite en newsletter. C'est gratuit, ça vous permet d'avoir l'essentiel de l'actualité avec à chaque fois des liens pour en savoir plus. Je vous mets le lien en description pour vous abonner gratuitement. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.